Du dernier épisode glaciaire à nos jours, cachalots et hommes ont entretenu des relations puissantes qui ont influé sur l'évolution sociale et culturelle des uns et des autres. Dans 5 vidéos réalisées en 2019, un épisode particulier de ces relations avait été illustré. Il y était mis en lumière la façon dont les cachalots du Pacifique avaient triomphé entre 1820 et 1860 de leurs agresseurs, les baleiniers américains. Un livre sur le sujet est paru en 2020. Or, il apparaît que cette aptitude organisationnelle extraordinaire des grands cétacés a probablement été acquise lors du dernier épisode glaciaire dans un contexte particulièrement difficile, imposant pour la survie de l'espèce d'importants changements physiologiques et comportementaux. À cette époque, des navigateurs sont entrés en contact avec ces grands animaux et ont élaboré des représentations collectives qui ont perduré jusqu'au siècle dernier. Aujourd'hui, dans ce qui constitue un cas d'école particulièrement spectaculaire, la fracture politique et sociale dont souffrent les États-Unis d'Amérique est directement liée à ce phénomène culturel qui agit comme un nœud d'étranglement, mais qui peut, demain, à l'inverse, être un résoluteur à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique tendent à devenir une fiction. Les fractures deviennent d'immenses crevasses et le pays risque de se morceler comme il y a 160 ans. Dans ce contexte, l'image du cachalot blanc perçue par la psychologie collective à partir du XXe siècle ne lui est d'aucune utilité. Cet ersatz, sans rapport avec le personnage melvillien, participe de fait à l'effondrement général. La reviviscence du ciment collectif, ou plus précisément de son tissu conjonctif, ne sera possible qu'à travers la reconstruction d'un récit créateur d'un nouveau rêve américain. La première étape consiste à plonger jusqu'aux significations profondes du roman. Melville apparente son récit à un texte sacré et le fait savoir avec humour et habileté. Par l'entremise d'Ishmael, il associe, je cite, « l'honneur et la gloire de la pêche au cachalot » et la réalisation d'un, je cite encore, « précieux manuscrit que ses exécuteurs testamentaires retrouveront peut-être chez lui après sa mort. » Puis il montre comment, dans la mythologie hindoue, Vishnu recrée le monde en allant sous la forme d'un grand cétacé récupérer les textes sacrés qui gisent au fond des eaux. Divers analystes considéreront d'ailleurs l'ouvrage comme tel, un mythe fondateur aussi profondément ancré dans le quotidien de la culture populaire américaine que l'est le Mahabharata pour l'Inde. Le troisième testament, dira l'un, la pierre de Rosette de la République américaine, dira un autre. Melville a qualifié son ouvrage de simple, je cite, « esquisse d'esquisse », ayant senti, avant même d'avoir commencé à l'écrire, qu'il tenait là un sujet singulier dont, je cite encore, « on n'a pas encore dit le trionième, et tout ce qui en a été dit ne fait que multiplier les voies vers ce qui reste à dire. » François Sarano, en 2016, évoquera pour sa part la première page d'une encyclopédie aussi profonde que l'océan. Et l'écrivain américain va jusqu'à induire que son roman n'est que le bourgeon d'un ouvrage bien plus monumental encore et beaucoup plus achevé, dont la lecture ne serait plus seulement un marathon, mais un véritable tour du monde, le cachalot blanc lui-même, encapuchonné d'un récit de dimension cosmique entièrement crypté, véritable palimpseste d'une complexité et d'une profondeur inouïe, qui est sa propre peau. L'auteur en fait une description particulièrement poétique et imagée, car elle, je cite, n'est pas la moindre des merveilles qu'offre l'animal au regard. Il décrit minutieusement ses différentes couches feuillées, par exemple la surface visible est dépeinte comme un mica très fin et translucide, d'une souplesse et douceur de satin, et les motifs qui y sont inscrits, hachures obliques et serrées qui se croisent en tous sens, un peu comme sur les plus belles gravures italiennes, et qui apparaissent en arrière-plan de forme hiéroglyphique, comme pour beaucoup de vieux ouvrages érudits
une carte y est incluse, elle aussi cryptée, qui mène à un trésor. Un livre Cosmos étrange de 150 tonnes, dont l'essentiel du texte visible, mais écrit en glyphes sibyllins qui le rendent illisible, est concentré dans sa couverture cosmogramme de 15 tonnes. Tout à la fois épopée et chronique, il s'agit du récit d'une défaite fondatrice pour la nation américaine, dont le héros et vainqueur est une armée. Et les cachalots ont aussi leur récit et leur narrateur. La démarche melvillienne, imperméable à la linéarité temporelle, insère les événements dans des boucles à l'intérieur desquelles ils peuvent se faire écho. Les différentes échelles de temps s'expriment en cercles concentriques. Le temps melvillien s'apparente à celui des songlines aborigènes qui peut être figuré comme un anneau de Möbius. Le romancier illustre magnifiquement la pensée aborigène et, par avance, illuminant davantage encore les scintillants propos de Descola et Lézy, trace une carte de chemins connectés dans ce qu'il dit des pyramides, de Jonas, du mont Greylock, des origines et de la projection dans l'avenir du cachalot blanc, de lui-même, de son roman, parmi beaucoup d'autres inférences présentes dans l'ouvrage, processus sinueux et rusé qui se répondent d'un chapitre à un autre, et même de la première guerre du Pacifique dans sa réalisation et son influence. La plus puissante thalassocratie de l'histoire est de fait la première responsable de la prospérité océanique effective. D.H. Lawrence en 1923 écrivait « Because in the first centuries Jesus was Cetus the whale, and the Christians were the little fishes. Jesus, the Redeemer, was Cetus Leviathan, and all the Christians, all his little fishes. » Avec toute la force dynamique de cette armature culturelle, un nouveau rêve américain peut être redessiné.